L'Aquitaine désignait à la base l'espace entre Pyrénées et Garonne, peuplé par des noms celtes rassemblés sous le qualificatif d'Aquitain. Ces peuples sont les ancêtres linguistiques des Basques et parlaient une langue non indo-européenne. Cette langue, comme le basque moderne, n'a pas de lien de parenté avec la majorité des langues européennes modernes, comme les langues romanes, germaniques ou encore celtiques. Le mot aquitain serait peut-être un mot d'origine proto-basque, sans qu'on ait pu vraiment lui trouver une étymologie certaine. Les Aquitains pourraient être les descendants directs de populations autochtones présentes sur le territoire depuis au moins l'âge du bronze, peut-être encore plus vieilles. En 1500 avant Jésus-Christ par exemple, on distingue en Europe de l'Ouest et centrale deux grands groupes culturels, la culture atlantique et la culture des champs d'Urne. Les Aquitains sont très clairement issus de la culture atlantique, tandis que les Celtes sont issus de la culture des champs d'Urne. Ces derniers sont apparus dans le Piémont nord-alpin à partir de 1200 avant Jésus-Christ. Ils auraient à partir de là initié de grandes migrations aux quatre coins de l'Europe, dont la Gaule. Certains disent à partir du 5e siècle, d'autres avant, d'autres après, mais il s'agit en tout cas d'un processus lent qui s'est étalé sur plusieurs siècles et diffère en fonction des régions. Cela induit en tout cas qu'il y avait d'autres peuples en Gaule avant les Celtes, peut-être apparentés pour certains aux Aquitains, et que ceux-ci furent tout bien chassés de leurs terres, acculturés, métissés, voire exterminés par les Celtes, ou bien un mélange de toutes ces situations. Tous ces mouvements migratoires et changements culturels sont facilement prouvables par l'archéologie, mais les noms des peuples antérieurs à la celtisation demeureront à jamais oubliés. Les Aquitains comme les Celtes de Gaule finiront dans tous les cas conquis par les Romains. Dans le cas des Aquitains, ils furent conquis par César, mais surtout par son légat Publius Crassus. Il prit 2 ans à les conquérir entre -56 et -55, car les différentes tribus s'étaient alliées pour résister à l'envahisseur. Les Aquitains menèrent une véritable guérilla, ou guerre de harcèlement, et finirent par tous se rendre suite à une terrible bataille qui aurait mené à leur déroute. Les Romains reconnaissent les différences ethno-linguistiques entre Celtes et Aquitains, ce qui vaut à ces derniers d'obtenir leur propre province, mais à l'époque d'Auguste, pour rendre cette province véritablement viable politiquement et économiquement, les territoires celtiques entre Garonne et Loire lui furent ajoutés. Ce découpage existera encore bien plus tard dans le duché médiéval d'Aquitaine et aussi dans la région moderne de Nouvelle-Aquitaine. La Gaule aquitaine sera traitée dans 2 vidéos. La première traitera de la partie peuplée par les proto-basques, tandis que la deuxième abordera les peuples celtes du nord de la Garonne et du sud de la Loire. Commençons donc, si vous le voulez bien, par les plus méridionaux de cette province de Gaule aquitaine, à la frontière avec la Gaule narbonnaise que nous avons traitée précédemment. Contrairement aux grandes confédérations celtiques que nous avions vues dans la précédente vidéo, les Aquitains dirigeaient de petits royaumes tribaux indépendants les uns des autres. Cette union favorisa d'autant plus la conquête romaine, car ces royaumes n'étaient sûrement pas capables chacun de lever des armées importantes pour résister à l'envahisseur, même s'il leur arrivait de temps en temps de s'allier dans des circonstances graves. Les Consorants peuplaient un territoire au nord des Pyrénées, entre les rivières de l'Ariège et de la Garonne, aujourd'hui dans les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne. Leur nom voudrait peut-être dire en proto-basque les gens du Val Boisé. Une partie des Consorants aurait habité au-delà de l'Ariège, mais ceux-ci auraient été séparés des autres Consorants lors de la conquête de la Narbonnaise, puis intégrés au territoire des Volques-Tectosages. Les Consorants à l'ouest de l'Ariège demeurèrent autonomes jusqu'à la campagne de Publius Crassus. Après la conquête, ils auraient fusionné avec la Civitate des Convennes. Ce peuple a donné son nom à la région historique du Couserans. Les Convennes occupaient un territoire centré sur la haute vallée de la Garonne, dans les actuels départements de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Leur capitale était Saint-Bertrand de Comminges. Ce peuple semblait être une création de l'ingérence romaine. Une légende contestée dit qu'en -72, le général Pompée aurait fait déporter des populations rebelles d'Hispanie dans ce territoire aux marges de la Narbonnaise pour y constituer un peuple client. On aurait pu trouver parmi ces déportés des Celtes, d'où le nom antique de Saint-Bertrand de Comminges, Lugdunum Convenarum, la colline de Lug des Convennes. Lug est un dieu majeur du panthéon celte. Il est aujourd'hui plus communément reconnu que les Convennes sont apparus plus tardivement, à l'époque des réformes territoriales mises en place par Auguste. Il y aurait rassemblé des tribus du Piémont pyrénéen, les Garum,
une partie des Consorants et des habitants des hautes terres pyrénéennes, donnant naissance aux Convennes. Le nom de Lugdunum aurait été une façon pour les Romains de commémorer Lyon, la capitale de toutes les Gaules, aussi appelée Lugdunum. Le nom des Convennes est lui d'origine latine et signifie ceux qui se rassemblent, à comprendre des peuples différents qui furent rassemblés dans un même clan. Ce terme et ce territoire ont donné naissance au pays historique de Comminges. Les Osques sont un peuple dont le territoire s'insère dans l'actuel département du Gers. Leur nom se rapproche étymologiquement d'Euskal, le nom de la langue basque, en basque. D'ailleurs, le mot basque serait lui-même dérivé de vascon, qui serait une latinisation du terme euskal. Tout ça pour dire que l'identité proto-basque des Osques ne fait aucun doute. Leur capitale était l'oppidum de la Ciutat, sur les collines de la commune de Roquelaure. Il fait peut-être partie des oppidas conquis par Publius Crassus, car après la conquête, la capitale des Osques est déplacée à 10 km au sud, dans la plaine du Gers. C'est le site de l'actuelle ville de Auch. Le nom de la ville est d'ailleurs issu de ce peuple. Vivant au nord des Osques, les Lactorates contrôlaient un territoire centré autour de Lectoure, à qui ils ont donné leur nom. Ils se trouvent aujourd'hui dans le Gers, mais les Lactorates avaient aussi des territoires jusqu'à la rive gauche de la Garonne, qui se trouvent aujourd'hui dans les départements du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Leur nom voudrait dire en proto-basque « ceux du rocher », désignant leur territoire assez vallonné, voire le site même de Lectoure, qui était un oppidum sur un éperon rocheux. Voisins des Volques tectosages, et donc de la province de Narbonnaise, ils auraient très tôt tissé des liens avec Rome. Lors de la conquête de César, ils auraient collaboré pacifiquement, ce qui les aurait épargné des batailles et du pillage. Au sud des Osques, les Biguères ou Bigarions occupaient un territoire centré sur la haute vallée de l'Adour, à cheval sur les départements actuels des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Leur nom serait à rapprocher du basque Ibaigori, qui signifie rivière rouge, peut-être le terme qu'ils utilisaient pour l'Adour. Leur capitale était l'oppidum de Castelbiel, sur les hauteurs de la commune de Saint-Lézé, mais suite à la conquête, elle sera déplacée à Tarbes, à environ 20 km au sud. Les Bigères donnèrent leur nom à la région historique du Bigorre. Castelbiel redevient un site fortifié d'importance au cours du 5e siècle, lors des grandes migrations germaniques, et demeurera la capitale du Bigorre jusqu'au 11e siècle. Il semble que la partie ouest des Pyrénées était encore plus divisée, car les Romains y mentionnent une myriade de petits peuples, dont l'histoire demeure d'ailleurs largement méconnue. Ils vivaient tous dans l'actuel département des Pyrénées-Atlantiques. Parmi eux, l'on trouve les Ilourais, qui peuplaient un territoire centré sur la Gave d'Oloron. Leur nom voudrait simplement dire les habitants d'Ilouro, l'actuel Oloron-Sainte-Marie. Ilouro pourrait tout simplement signifier la ville en proto-basque. Les Osquidates peuplaient les vallées montagnardes au sud des Biguères et des Ilourais. Leur nom est comme les Osques à rapprocher d'Euskal. Ils donnèrent leur nom à la vallée d'Osso, dont est issu le nom du célèbre fromage Osso-Errati. Ce peuple très montagnard vivait sûrement dans de petits villages éparpillés dans les vallées, qui en majorité demeurent non identifiés aujourd'hui. Les Bercorates, peuple aussi montagnard mais encore plus petit, occupaient seulement la vallée de Barétou, à laquelle ils donnèrent leur nom. Ils pourraient signifier ceux de la vallée rouge en proto-basque. Les Suburates ou Sibulates vivaient dans la vallée du Saison, un affluent de la Gave d'Oloron. Ils donnèrent leur nom à l'ancienne province de Soule, centrée sur le village de Moléon-Lichard. Leur nom voudrait dire en proto-basque ceux du pont ou ceux du gué. Les Bénarnais peuplaient un territoire à l'est des Pyrénées-Atlantiques. Les plus concentrés d'entre vous auront sûrement reconnu dans leur nom la région historique du Béarn. Leur nom voudrait dire en proto-basque les habitants de la basse vallée, indiquant qu'ils vivaient dans un territoire moins vallonné que leurs voisins du sud. Leur capitale aurait été l'oppidum de Castera, sur les hauteurs de la commune de Labastide-Montérégeau, ce qui est confirmé depuis des campagnes de fouilles terminées en 2023. Avant cela,
on pensait que la capitale des Béarnais se situait à l'Escar, dans la banlieue de Pau. L'oppidum de Casterra pouvait contenir jusqu'à 5000 habitants, c'était donc un des sites les plus habités de l'Aquitaine pré-romaine. Les Élusates vivaient au nord des Béarnais, des Ausques et des Bigères, dans un territoire à cheval sur les départements du Gers, du Lot-et-Garonne et des Landes. L'étymologie de leur nom est incertaine, peut-être en proto-basque, les habitants de la ville Sonde. Leur ville et capitale d'ailleurs était l'oppidum d'Esbérou, situé à l'emplacement du château du même nom. Cette capitale sera déplacée après la conquête romaine à 5 km au sud-est, sur le site de la ville antique d'Éose. Le nom d'Éose est lui-même issu des Élusates. Au nord des Élusates vivait un petit peuple qui eut bien plus de célébrité que ses voisins, pourtant bien plus puissants. Leur territoire était centré autour de la commune de Sauce, à cheval sur les départements actuels du Gers, du Lot-et-Garonne et des Landes. C'est le seul peuple au sud de la Garonne dont on connaisse le nom du roi durant la conquête, Adiatoinos. Son nom est clairement d'origine celte et voudrait dire ambition, ce qui traduirait une identité celte des Sotiates, ou du moins de leur aristocratie. Pourtant le nom des Sotiates lui-même semble bien aquitain et signifierait en proto-basque ceux du bois. Les Sotiates, comme beaucoup de peuples de la région garonnaise, partageraient des caractéristiques celtes et aquitaines. César retient particulièrement leur nom et celui de leur roi, car c'est le premier peuple agressé par son légat Crassus. Ils sont décrits comme opiniâtres, chargeant l'ennemi même si celui-ci est en supériorité numérique. Mais ils sont finalement battus et contraints de se réfugier dans leur forteresse de Sauce, qui finira elle-même par tomber. Les Sotiates ont sûrement servi d'exemple, même si César ne rentre pas dans les détails, car Sauce ne devint plus jamais un site de peuplement important par la suite. Les Tarusates vivaient à l'ouest des Élusates et au sud des Sotiates, dans un territoire centré sur la Dour, à l'est de l'actuel département des Landes. Leur nom veut probablement dire en proto-basque « les gens du pays pierreux », se référant aux hautes terres du Tursan, région historique des Landes dont le nom leur est issu. Leur capitale était l'oppidum de Aire-sur-la-Dour, qui se maintint pendant l'époque romaine. Ils ont aussi donné leur nom à la commune de Tartas et à la communauté de communes du pays Tarusate. C'est chez eux que Publius Crassus aurait battu la coalition des Aquitains et de quelques tribus ibères. Après cette bataille à la localisation inconnue, nombre de tribus se seraient soumises, ce qui aurait conclu la campagne d'Aquitaine. Les Tarbelles étaient un des peuples les plus étendus parmi les Aquitains, contrôlant un pays de plaines et de collines au bord de l'Atlantique, des Landes jusqu'au contrefort des Pyrénées. Leur nom pourrait dire en proto-basque ceux des collines ou alors ceux des sources. Une référence soit au pays vallonné de la Chalosse au nord des Pyrénées, soit aux nombreuses sources thermales présentes dans la région. Leur territoire englobait aussi une bonne partie du Pays basque français, et ils se trouvent aujourd'hui dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Il est possible que du fait de leur puissance, les Tarbelles aient pu exercer une influence, voire une hégémonie sur leurs voisins à certaines périodes, mais cela reste encore à prouver. On connaît sur leur territoire l'existence de sites proto-historiques autour de Dax ou encore de Sordes-l'Abbaye, mais il reste sûrement beaucoup à découvrir. Leur capitale pré-romaine était probablement dans la région de Dax, mais il est dit que la ville de Dax est une fondation romaine, construite sur la source thermale de la Néé. L'histoire de leur première soumission aux Romains n'est pas connue dans les détails. On sait seulement qu'ils se soumirent à César en -51, après la défaite face à Crassus. Mais ils déclarèrent sécession dès -49. Ils auraient alors retrouvé la liberté durant 20 ans, car les Romains étaient trop occupés sur de nombreux fronts, surtout lors de la guerre civile entre Octave et Marc-Antoine. Ce n'est qu'en -29 que les Tarbelles furent soumis de nouveau à Rome, cette fois pour de bon, lorsque Octave devint l'empereur Auguste. Les Cocosates étaient un peuple au nord des Tarbelles et sûrement dépendant de ces derniers. Leur nom signifierait en proto-basque ceux de l'esprit ou ceux du cœur. Les Romains leur rajoutèrent le qualificatif de Sexignani. Attention, rien de connoté là-dedans, car il signifie seulement aux 6 enseignes, ce qui induirait une confédération de 6 tribus ou localités.
Essentiellement situé dans les départements des Landes, il peuplait surtout la région des Grands Lacs landais. Les plus importants, les lacs de Cazaux et de Parentis, étaient autrefois d'anciennes rivières reliées à l'océan. Un ensablement naturel et progressif les a peu à peu séparés de ce dernier et transformés par accumulation des pluies en lacs. Des fouilles sous-marines au sein de ces lacs ont permis d'identifier d'anciens sites de peuplement, dont des villages de l'âge du fer. Leur capitale était sûrement l'un d'entre eux, près des actuelles communes de Sanguinet et de Biscarrosse. Les Boyates, vivant au nord des Cocosates, peuplaient la région du bassin d'Arcachon, qu'on appelle le pays de Bûche, d'après leur nom. Ce territoire est dans l'actuel département de la Gironde. Leur nom est d'ailleurs très probablement celte et à rapprocher des Boyens, d'autres Celtes qui ont donné leur nom à la Bohême et à la Bavière. Boy est en celte un qualificatif désignant des qualités guerrières. Mais le suffixe ate est par contre lui clairement aquitain, ce qui signifie que les Boyates auraient pu être un mélange de Celtes et d'Aquitains, ce qui est très vraisemblable dans cette zone de frontière culturelle. Leur capitale était La Motte, entre les villages modernes du Teche et de Biganos. Le nom de Biganos vient d'ailleurs des Boyates. À l'est des Cocosates et au nord des Tarusates vivaient les Vasates, aussi dans les départements de la Gironde. Leur nom voudrait dire en proto-basque ceux du vallon ou alors ceux de la forêt. Leur capitale était Bazas, à qui ils ont donné leur nom. Langon devait leur servir de port sur la Garonne. À part cela, l'histoire pré-romaine des Vasates est très mal connue. Pline l'Ancien est le seul à faire des Vasates et des Boyates un seul et même peuple, qu'il appelle les Basaboyates. Si cette fusion a pu avoir une réalité quelconque à l'époque pré-romaine, elle disparaît après la conquête, car les deux peuples possèdent des kiwitates distinctes les unes des autres. Si les Celtes étaient par le passé bien plus nombreux sur le territoire de la Gaule que les Aquitains, seule la langue de ces derniers se perpétua jusqu'à nos jours. Une grande part des Aquitains, surtout ceux des plaines qui avaient plus de chances de connaître la civilisation urbaine, se latinisèrent et adoptèrent des parlers ancêtres du gascon, de la grande famille des Languedoc. Mais certaines populations montagnardes, très souvent isolées et autarciques, conservèrent la langue du vieux peuple à travers les âges. Ces montagnards importaient peu aux Romains, tant qu'ils ne posaient pas de problème et qu'ils facilitaient les flux commerciaux et humains à travers les Pyrénées. Ces montagnes ne reçurent pas ou peu de colons latinisants, et les habitants ne cherchèrent pas à se romaniser. La chute de l'Empire romain d'Occident leur permirent de retrouver un temps leur indépendance, et les royaumes germaniques des Francs et des Visigoths ne réussirent jamais vraiment à les soumettre. On peut penser au célèbre épisode du col de Roncevaux, qui inspira la chanson de Roland. Les Francs de Charlemagne, rentrant de campagne contre les arabo-musulmans d'Espagne, auraient subi une attaque surprise des Basques dans le col pyrénéen de Roncevaux. Les Basques auraient déferlé des montagnes pour décimer l'arrière-garde franque, tuant en même temps son commandant, le comte Roland des Marches de Bretagne. On retrouve dans cet épisode tout ce qui fait l'aura des Basques, un mélange de conscience ethnique, d'isolationnisme, de rejet des pouvoirs étrangers, on pourrait même dire d'anticonformisme, qui leur permit de survivre jusqu'à nos jours, des deux côtés des Pyrénées. Plantatu nintzan, harzaintzan, mundu unetan gabiltzan, gizon txumen langintzan.